Ce matin-là, j'ai fait changer les serrures de ma maison. À 80 ans, on ne fait pas ce genre de choses par caprice. On le fait parce qu'on a enfin compris quelque chose que l'on refusait de voir depuis trop longtemps. Je m'appelle Florence Dumas. J'ai 80 ans, 3 rides pour chaque année vécue et un secret que je porte comme on porte un deuil silencieux. Le serrurier est parti vers 11 heures. J'ai glissé les nouvelles clés dans la poche de mon cardigan en cachemire gris, celui que mon mari m'avait offert pour nos 30 ans de mariage. Mes mains tremblaient légèrement. Pas de peur, de soulagement. J'ai préparé du thé. Earl Grey comme toujours. La tasse en porcelaine de Limoges, celle avec les petites roses bleues, celle que ma belle-mère m'avait donnée en me disant « Une dame digne ne boit jamais dans n'importe quoi ». Je l'ai posée sur la table du salon, près de la fenêtre qui donne sur le jardin. Les hortensias étaient encore en fleurs, bleues comme les yeux de mon fils quand il était petit. Avant. J'ai attendu. Je savais qu'il viendrait. Vers 13 heures, j'ai entendu la voiture, puis les pas pressés sur le gravier, puis les cris. « Maman! Maman, ouvre cette porte !» La voix de mon fils, celle que je n'avais plus reconnue depuis des années, puis celle de ma belle-fille. Aiguë, hystérique, déformée par la rage. « Florence! Florence Dumas! Ouvrez immédiatement! Vous n'avez pas le droit. » Le droit. Comme si elle savait ce que ce mot voulait dire. Les coups sur le portail ont résonné dans toute la rue. J'imaginais les voisins derrière leurs rideaux. Madame Perrin au numéro 7, Monsieur Laborde, avec son journal et sa curiosité mal cachée. Qu'il regarde. J'ai bu mon thé lentement. Chaque gorgée était un acte de résistance. Puis, j'ai entendu le bruit métallique. Mon fils était revenu avec un pied de biche. Mon propre fils. J'ai fermé les yeux. Dans ma tête, je revoyais ses petites mains d'enfant tenant les miennes pour traverser la rue. Je revoyais son sourire édenté quand il avait perdu sa première dent. Je revoyais tout ce que j'avais donné, tout ce que j'avais perdu. Le portail a cédé. Les pas se sont précipités vers la porte d'entrée. Et c'est là que j'ai pressé la sonnette que j'avais installée la veille. À l'intérieur, dans le petit salon bleu, 2 hommes attendaient. Maître Bertrand, mon avocat depuis 15 ans, et un huissier de justice, carnet à la main, regard neutre, habitué aux drames familiaux. Quand j'ai ouvert la porte, le visage de mon fils est passé de la fureur à la stupéfaction. Ma belle-fille a pâli. Maître Bertrand s'est avancé, une enveloppe scellée à la main. « Bonjour, Madame Dumas. Monsieur Dumas. Je crois que nous avons des choses à clarifier. » Mon fils a regardé l'huissier, puis moi, puis le pied de biche qu'il tenait encore. Il a compris. Enfin, il a compris que sa mère n'était plus celle qu'on pouvait manipuler, insulter, dépouiller. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Il y a 52 ans, j'ai épousé Gabrielle Dumas dans l'église Saint-Sulpice. J'avais 28 ans. Une robe en dentelle de Calais, un bouquet de pivoine blanche et dans le cœur, cette certitude inébranlable que j'avais trouvé l'homme de ma vie. Gabriel était architecte, pas le genre qui dessine des tours sans âme, non. Il créait des maisons où l'on avait envie de vieillir, des espaces où la lumière entrait comme une invitation. Il disait toujours « Florence, une maison doit protéger les rêves, pas les enfermer. » Cette maison, celle où je vis encore, c'est lui qui l'a dessinée pour nous. Chaque pièce raconte quelque chose. Le grand salon avec ses fenêtres qui donnent sur le jardin, parce que j'aimais voir les saisons changer. La bibliothèque en chêne massif, parce que Gabriel aimait lire le soir, un cognac à la main. La cuisine spacieuse avec son îlot central, parce que je voulais que nos enfants puissent faire leurs devoirs pendant que je préparais le dîner. Nos enfants. Nous en avons eu un seul. Christophe. Il est né un matin de mai, sous une pluie fine qui sentait le lilas. Gabriel a pleuré en le tenant dans ses bras. Je ne l'avais jamais vu pleurer. Notre prince, il a murmuré. Notre petit prince. Christophe a grandi dans cette maison comme une plante sous serre. Trop protégé, peut-être. Trop aimé, certainement. Je me souviens de ces après-midi dans le jardin, quand il construisait des cabanes avec les branches tombées. Je me souviens de ses genoux écorchés, de ses rires qui résonnaient jusqu'à la cuisine. Je me souviens de Gabriel qui l'emmenait à son atelier le samedi pour lui apprendre à dessiner des plans. Un jour, mon fils, tout cela sera à toi. Gabriel disait cela souvent, avec fierté, avec amour. Il ne savait pas qu'un jour, ces mots deviendraient un piège. Nous vivions bien, pas dans l'opulence, mais dans ce confort élégant
qui ne cherche pas à impressionner. Des dîners entre amis où l'on parlait de littérature et d'architecture. Des vacances à Deauville où Christophe apprenait à nager. Des Noëls sous le grand sapin que Gabriel décorait toujours avec trop de guirlandes. La tasse en porcelaine de Limoges trônait déjà sur notre table. Un cadeau de ma belle-mère, Marguerite, lors de notre premier Noël ensemble. Elle était stricte, Marguerite, mais juste. Elle m'avait dit ce jour-là, en me servant le thé, « Florence, dans cette famille, on ne cède jamais à la vulgarité. On garde sa dignité, quoi qu'il arrive. » Je n'avais pas compris, à l'époque, pourquoi elle avait insisté sur ces mots. Je comprendrai plus tard, bien plus tard. Gabriel est mort il y a 15 ans. Un infarctus, brutal, sans prévenir. Il avait 67 ans. Nous devions partir en voyage en Toscane le mois suivant. Je me suis retrouvée seule dans cette grande maison remplie de souvenirs. Mais je n'étais pas vraiment seule. J'avais Christophe, mon fils, mon unique enfant, celui pour qui j'aurais donné ma vie sans hésiter. Il avait 40 ans à l'époque, marié depuis 8 ans à une femme douce et discrète qui s'appelait Élise. Il n'avait pas d'enfant, mais il semblait heureux. Élise venait souvent me voir. Elle m'aidait au jardin, elle me parlait de ses lectures, de ses projets. Je l'aimais comme la fille que je n'avais jamais eue. Christophe travaillait dans l'immobilier. Pas architecte comme son père, il n'en avait jamais eu le talent, mais il gagnait correctement sa vie. Ils habitaient un appartement élégant dans le 6e arrondissement. Tout allait bien, du moins, c'est ce que je croyais. Les dimanches, nous déjeunions ensemble. Christophe découpait le rôti comme le faisait Gabriel. Élise m'apportait toujours des fleurs fraîches. Nous parlions de tout et de rien, dans cette cuisine, où tant de souvenirs dormaient. Je buvais mon thé dans la tasse aux roses bleues. Élise admirait toujours cette tasse. Elle est magnifique, Florence. Un jour, j'espère avoir des choses aussi belles. Je souriais. Un jour, ma chérie, tout ce qui est ici sera à vous deux. Je ne savais pas encore que ce « vous deux » allait se briser, que l'amour peut mentir, que les familles peuvent se défaire comme des coutures trop vieilles, et que parfois, on construit des châteaux pour ceux qui finiront par les dynamiter. Le changement a commencé par des détails si minuscules qu'on pourrait les confondre avec le vent. Un rendez-vous annulé, un dimanche sans nouvelles, un ton légèrement différent au téléphone. « Maman, je ne pourrai pas venir déjeuner ce week-end. Beaucoup de travail. »« Maman, Élise ne se sent pas très bien. On reporte à la semaine prochaine. »« Maman, on a des amis qui viennent. Tu comprends ?» Je comprenais. Bien sûr que je comprenais. Ils avaient leur vie. Christophe avait 42 ans. Ce n'était plus un enfant. Il fallait que je respecte son espace, son couple, ses choix. C'est ce que je me répétais, seule dans ma grande maison, en préparant du thé pour une personne. Les semaines se sont transformées en mois. Les visites se sont espacées comme des trains qu'on rate de plus en plus souvent. Quand ils venaient, il y avait quelque chose de changé dans l'air. Une tension imperceptible, comme une corde de violon trop tendue. Christophe regardait son téléphone pendant que je parlais. Élise avait perdu son sourire. Un dimanche d'octobre, je me souviens, les feuilles des érables commençaient à rougir. Élise est venue seule. Elle avait maigri. Ses yeux étaient cernés. Ses mains tremblaient légèrement quand elle a pris la tasse de thé que je lui tendais. Pas ma tasse en porcelaine, non. Une autre, simple, blanche. Je gardais la tasse au rose bleu pour les moments qui comptaient. « Florence », elle a commencé, puis s'est interrompue. « Qu'y a-t-il, ma chérie ?» Elle a fixé son thé comme si les réponses flottèrent dedans. Christophe et moi, nous traversons une période difficile. Mon cœur s'est serré. Les couples traversent des crises, je le savais. Gabriel et moi en avions eu, mais nous avions toujours trouvé le chemin du retour. Vous voulez en parler ? Elle a secoué la tête. Je ne sais pas si je peux, je ne sais pas si... Elle s'est arrêtée, puis a posé sa main sur la mienne. Florence, quoi qu'il arrive, sachez que je vous aime comme une mère. Vous avez toujours été bonne avec moi. Il y avait quelque chose de définitif dans sa voix, comme un adieu qu'on n'ose pas prononcer complètement. Élise, qu'est-ce qui se passe ? Je ne peux pas en parler maintenant. Mais promettez-moi de ne pas oublier qui vous êtes, de ne jamais laisser personne vous faire sentir petite. Elle est partie peu après. J'ai gardé sa tasse sur la table pendant des heures, me demandant ce que ces mots voulaient dire. 3 semaines plus tard, Christophe m'a téléphoné. « Maman, j'ai quelque chose à t'annoncer. » Sa voix était différente, ni triste, ni joyeuse, neutre, comme s'il lisait un rapport financier. Élise et moi, nous divorçons.
Le mot est tombé comme une pierre dans l'eau. Divorce. Un mot que je n'avais jamais imaginé associé à mon fils. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les choses ne fonctionnaient plus, maman. C'est aussi simple que ça. On ne s'aimait plus. Mais ce n'était pas simple. Rien n'est jamais simple quand on déchire 15 ans de vie commune. Et Élise, comment va-t-elle? Un silence. Long. Trop long. Elle va bien. Elle a déjà trouvé un appartement. Écoute, maman, je ne veux pas en parler davantage. C'est ma vie privée. Sa vie privée. Comme si j'étais devenue une étrangère. Christophe, tu es mon fils. Si tu souffres, je ne souffre pas. Vraiment. En fait, je suis soulagée. Et puis, il y a quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Les mots ont résonné dans ma tête comme une cloche fêlée. Quelqu'un d'autre? Oui. Elle s'appelle Valérie. On se voit depuis quelques mois. Elle me rend heureux, maman. Vraiment heureux. Tu comprendras quand tu la rencontreras. Quelques mois. Donc, pendant qu'Élise maigrissait et perdait son sourire, pendant qu'elle venait me voir avec des yeux pleins de larmes non versées, mon fils avait déjà trouvé quelqu'un d'autre. Christophe, tu as trompé Élise? Maman, s'il te plaît, on n'est plus au 19e siècle. Les choses sont plus compliquées que ça. Non, les choses n'étaient pas compliquées. La trahison n'a jamais été compliquée. Elle est toujours simple, claire, brutale. J'ai raccroché avec un nœud dans la gorge. Ce soir-là, j'ai sorti la tasse en porcelaine de Limoges. Je l'ai tenue dans mes mains longtemps en pensant à Marguerite, ma belle-mère, et à ces mots « On garde sa dignité, quoi qu'il arrive ». J'ai pensé à Gabriel, à ce qu'il aurait dit, à ce qu'il aurait fait. Et j'ai pleuré pour la première fois depuis son enterrement. Pas pour Christophe, pour Élise, pour cette jeune femme douce qui m'avait aimée comme une mère, et que mon fils avait jetée comme on jette un vêtement usé. 2 mois plus tard, Christophe est venu me présenter Valérie. Je les ai vus arriver depuis la fenêtre du salon. Elle était grande, blonde, avec des talons hauts qui claquaient sur le gravier. Trop de maquillage, trop de parfum, trop de rires forcés. Elle avait 30 ans, 12 ans de moins que mon fils. Elle est entrée dans ma maison comme si elle la visitait pour l'acheter. Son regard a balayé les meubles, les tableaux, les bibelots. Elle a effleuré le dossier du canapé en velours bleu. C'est charmant, ici. Un peu vieillot, mais charmant. Vieillot. Ma maison. Celle que Gabriel avait dessinée avec amour. Vieillotte. Christophe n'a rien dit. Il souriait béatement, accroché à elle comme un adolescent à son premier amour. J'ai servi le thé, dans des tasses ordinaires. La tasse au rose bleu est restée dans le buffet. Valérie a bu 2 gorgées, puis a reposé la tasse avec une grimace à peine dissimulée. « Vous n'auriez pas du café ?» Je ne bois jamais de thé. Je suis allée préparer du café. Quand je suis revenue, je les ai entendues chuchoter dans le salon. Trop grande pour elle toute seule. Dans quelques années, on pourrait refaire toute la déco. Je me suis arrêtée dans le couloir, la cafetière à la main. Ils parlaient de ma maison, de mon avenir, comme si j'étais déjà morte, comme si j'étais déjà un obstacle à contourner. J'ai servi le café en silence. Valérie l'a bu en racontant sa vie avec emphase. Elle travaillait dans la communication digitale, selon ses mots. Elle avait plein de projets. Elle voulait vivre à fond. Christophe la regardait comme si elle était la 8e merveille du monde. Je regardais mon fils, et je ne le reconnaissais plus. Avant de partir, Valérie a embrassé l'air près de mes joues. « On reviendra bientôt, belle maman ?» Belle maman. Le mot a sonné faux, comme une pièce de monnaie en plastique. Après leur départ, je suis restée longtemps dans le salon vide. La tasse que Valérie avait utilisée était encore sur la table, avec une marque de rouge à lèvres trop vif sur le bord. Je l'ai lavée 3 fois. Mais la sensation de malaise, elle, ne partait pas. Quelque chose venait de se briser. Quelque chose de fragile et précieux. Et je savais, au plus profond de moi, que ce n'était que le début. Les mois ont passé comme passent les saisons quand on vieillit. Trop vite, sans qu'on s'en aperçoive vraiment. Christophe et Valérie se sont mariés au printemps suivant. Une cérémonie à la mairie, rapide, sans éclat. Valérie portait une robe blanche courte qui montrait ses genoux. Pas de voile, pas de fleurs, pas de cette solennité qui fait qu'un mariage ressemble à un mariage. J'étais là, assise au premier rang, avec un sourire que j'avais dû coudre sur mon visage comme on recoud un ourlet défait. Élise n'avait évidemment pas été invitée. Je ne l'avais pas revue depuis le divorce. J'avais essayé de l'appeler plusieurs fois, mais elle ne répondait jamais. J'avais compris qu'elle avait besoin de distance, de silence, de guérison. Je respectais cela.
Mais elle me manquait. Sa douceur me manquait. Sa présence discrète dans ma cuisine me manquait. Après la mairie, il y a eu un déjeuner dans un restaurant chic des Champs-Élysées. Trop de dorures, trop de bruit, trop de rires forcés. Les amis de Valérie, tous jeunes, tous bruyants, parlaient fort, buvaient trop, prenaient des photos à chaque plat. Je suis restée à ma place, droite, digne, silencieuse. Personne ne m'a vraiment parlé. J'étais comme un meuble ancien qu'on garde par obligation, mais qu'on ne regarde plus vraiment. Christophe a fait un discours. Il a parlé de son bonheur, de sa nouvelle vie, de Valérie qui était la femme de sa vie. Il n'a pas mentionné son père. Il n'a pas mentionné Élise. Il m'a remercié poliment, comme on remercie un professeur à la fin de l'année scolaire. Valérie, elle, a ri pendant tout le repas. Un rire aigu qui résonnait dans ma tête comme une alarme. Je suis rentrée chez moi tôt, prétextant la fatigue. Personne n'a insisté pour me retenir. Dans le taxi, j'ai regardé Paris défiler derrière la vitre. Cette ville où j'avais été heureuse, où j'avais élevé mon fils, où j'avais vieilli aux côtés de Gabriel. Je me sentais étrangère, soudain, comme si ma propre vie ne m'appartenait plus. Les visites ont recommencé, mais elles étaient différentes. Christophe et Valérie venaient le dimanche, mais ce n'était plus pour partager un repas, pour parler, pour ces moments de famille qui tissent les liens. Non. Ils venaient inspecter. Valérie se promenait dans les pièces comme une acheteuse potentielle. Elle touchait les meubles, ouvrait les tiroirs, commentait tout. Cette commode, elle est en acajou, non? Elle vaut combien, à peu près? Ce tableau, c'est un original, parce qu'on connaît quelqu'un qui pourrait l'estimer. Florence, vous ne trouvez pas que cette maison est vraiment trop grande pour vous toute seule? Et Christophe, à côté d'elle, hochait la tête, approuvait, souriait. Mon fils était devenu l'ombre de cette femme. Un dimanche, ils sont arrivés avec une pile de brochures, des résidences pour seniors. Avec service, précisait Valérie, très bien équipées, avec des animations, des infirmières, tout le confort. Elle a étalé les dépliants sur ma table de salon comme un vendeur de voitures étale des options. Regardez celle-ci, Florence. Elle est magnifique. Piscine, bibliothèque, salon de coiffure sur place. Vous vous y plairiez beaucoup. Je regardais les photos. Des vieillards souriants autour de tables de jeu, des couloirs aux murs blancs, des chambres minuscules avec vue sur d'autres bâtiments. Je suis très bien ici, j'ai répondu calmement. Oui, mais... Valérie a échangé un regard avec Christophe. Vous avez 67 ans, Florence. Cette maison nécessite beaucoup d'entretien. Le jardin, les escaliers, tout cet espace. C'est dangereux pour une femme de votre âge. 67 ans. Comme si j'étais déjà sénile. Je m'en occupe très bien. J'ai un jardinier qui vient 2 fois par mois, et je monte les escaliers sans problème. Oui, pour l'instant. Le ton de Valérie s'était durci. Mais dans quelques années, quand vous ne pourrez plus? Alors on verra dans quelques années. Christophe a posé sa main sur mon épaule. Un geste qui se voulait affectueux, mais qui m'a semblé condescendant. Maman, Valérie a raison, on s'inquiète pour toi. Cette maison, c'était bien pour une famille, mais maintenant, tu es seule. Papa n'est plus là. Papa n'est plus là. Comme si j'avais besoin qu'on me le rappelle. Précisément parce que votre père n'est plus là, j'ai encore plus besoin de cette maison. Elle contient tous nos souvenirs. Les souvenirs ne paient pas les factures, a lâché Valérie. Et entre nous, cette baraque doit coûter une fortune en entretien. Baraque. Elle avait appelé la maison que Gabriel avait dessinée une baraque. J'ai serré les mâchoires, respiré profondément, gardé ma dignité, comme me l'avait appris Marguerite. Cette maison m'appartient. J'y resterai aussi longtemps que je le souhaiterai. Valérie a haussé les épaules. Comme vous voulez, mais ne venez pas vous plaindre quand vous tomberez dans les escaliers et qu'il n'y aura personne pour vous relever. Ils sont partis peu après. J'ai refermé la porte derrière eux et je me suis appuyée contre le bois, le cœur battant. Je n'étais pas stupide, je comprenais très bien ce qui se passait. Ils voulaient la maison. Ils voulèrent que je parte pour pouvoir la vendre, la transformer, en tirer de l'argent. Mais je refusais de le croire complètement. Pas Christophe, pas mon fils, celui que j'avais porté, élevé, aimé. Il ne pouvait pas être devenu ça. Je me mentais. Les semaines suivantes, les visites sont devenues plus pressantes, plus insistantes. Valérie me téléphonait presque tous les jours. « Florence, j'ai trouvé une autre résidence, encore mieux que les précédentes. On pourrait aller la visiter ensemble ? Florence, Christophe et moi avons réfléchi. Si vous vendez cette maison, vous pourriez avoir une rente confortable et vous installer dans un endroit plus adapté.
Florence, vous savez, à votre âge, il faut penser à simplifier, alléger, alléger, comme si ma vie était un fardeau qu'il fallait jeter. Un soir, j'ai trouvé Christophe seul dans le jardin. Valérie était restée dans la voiture, au téléphone avec je ne sais qui. Je suis sortie le rejoindre, il regardait les hortensias, les mains dans les poches. « Christophe, j'ai commencé doucement. Pourquoi insistes-tu tellement pour que je quitte cette maison ?» Il n'a pas répondu tout de suite. Il a arraché une feuille morte d'un hortensia et l'a froissée entre ses doigts. « Parce que je m'inquiète pour toi, maman. » Ou parce que Valérie veut que je parte. Il s'est raidi. Ça n'a rien à voir avec Valérie. Vraiment, parce que toutes ces idées, ces brochures, ces pressions, elles ont commencé exactement quand elle est arrivée dans ta vie. Maman, s'il te plaît, ne mélange pas tout. Je ne mélange rien. Je constate. Il s'est tourné vers moi. Dans la lumière déclinante du soir, j'ai cherché mon petit garçon dans son regard. Mais je n'ai trouvé qu'un homme fatigué, irrité, impatient. « Écoute, maman, tu ne rajeunis pas. Cette maison est trop grande, trop chère, trop... tout. Ce serait plus simple pour tout le monde si tu acceptais de... » « De quoi ? De partir ? De vous la donner ? Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas besoin de le dire. » Un silence lourd s'est installé entre nous. Le genre de silence qui creuse des fossés. « Papa serait déçu, » j'ai murmuré. Christophe a tressailli comme si je l'avais giflé. « Ne parle pas au nom de papa. Ton père a construit cette maison pour nous, pour notre famille, pour que tu hérites un jour d'un foyer, pas d'un bien immobilier à vendre. Les temps changent, maman. Papa vivait dans un autre monde. Un monde où on respectait ses parents. » Christophe a secoué la tête, exaspéré. « Tu es impossible. Tu es têtu et tu ne vois pas la réalité. » Il est parti sans me regarder. Valérie a klaxonné depuis la voiture. Ils ont disparu dans l'allée, me laissant seule avec les hortensias et ma peine. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée dans le salon, assise dans le fauteuil de Gabriel, avec la tasse aux roses bleues posée sur mes genoux, vide. Je me suis rendu compte que j'avais passé les derniers mois à me soumettre, à accepter, à sourire, à faire semblant que tout allait bien. J'avais eu peur de perdre mon fils, mais peut-être que je l'avais déjà perdu. Peut-être que l'homme qui venait chez moi avec cette femme cupide n'était plus vraiment mon fils. Peut-être qu'il était temps d'arrêter de nier. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Les signes étaient là depuis le début. Mais quand on aime, on refuse de voir. On trouve des excuses. On se dit que c'est notre imagination, notre âge, notre sensibilité exacerbée. On se ment, tout simplement. C'est un mardi après-midi que tout a commencé à se fissurer vraiment. J'étais dans le jardin, en train de tailler les rosiers. Le printemps était précoce cette année-là. Les bourgeons éclataient partout, promettant une floraison magnifique. Gabriel adorait les roses. Il disait qu'elles étaient comme les femmes, belles, complexes, et qu'il fallait savoir les traiter avec délicatesse pour qu'elles s'épanouissent. J'ai entendu la sonnette. Ce n'était pas le jour habituel des visites de Christophe. J'ai enlevé mes gants de jardinage et je suis allée ouvrir. C'était un homme que je ne connaissais pas. La quarantaine, costume gris, mallette à la main, un sourire professionnel. « Madame Dumas ? Madame Florence Dumas ? Oui, c'est moi. Bonjour. Je suis Jérôme Lavigne, agent immobilier. Votre fils m'a contacté au sujet de votre propriété. Il m'a dit que vous envisagiez de vendre ? » Le monde s'est arrêté une seconde. « Je vous demande pardon ? Votre fils, monsieur Christophe Dumas, il m'a appelé la semaine dernière pour me demander de venir faire une estimation. Il m'a dit que vous étiez d'accord. Je me suis accrochée à la poignée de la porte. Il y a une erreur, monsieur. Je n'ai jamais dit que je voulais vendre. » L'agent a ouvert sa mallette, l'air confus. « Pourtant, j'ai ici... » Il a sorti une feuille. « Votre fils m'a même donné les clés pour que je puisse faire des photos à l'intérieur si vous n'étiez pas là. » Les clés. Christophe avait gardé ses clés quand il s'était marié. Évidemment. C'était son droit. C'était sa maison d'enfance. Mais il les utilisait maintenant pour faire visiter ma maison à mon insu. « Monsieur Lavigne, il y a eu un malentendu. Cette maison n'est pas à vendre. » « Oh !» Il a rangé ses papiers, embarrassé. « Je suis vraiment désolé. Je vais appeler votre fils pour clarifier tout ça. » « Faites donc. » J'ai refermé la porte. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû les croiser sur ma poitrine pour les calmer. Christophe avait contacté un agent immobilier, sans me demander, sans me prévenir, comme si cette maison était déjà la sienne, comme si j'étais déjà morte. J'ai composé son numéro. Il a décroché à la 4e sonnerie. « Maman ?»
Qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'un agent immobilier vient de sonner à ma porte pour faire une estimation. Silence. Long. Pesant. Ah, oui, je voulais t'en parler. M'en parler? Tu veux dire m'informer que tu as décidé de vendre ma maison sans même me consulter? Maman, calme-toi. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi ce que c'est. Valérie et moi, on voulait juste avoir une idée, savoir combien ça vaudrait, au cas où tu changerais d'avis. Je ne changerai pas d'avis. Maman, sois raisonnable. Cette maison vaut une fortune. Tu pourrais vivre confortablement avec l'argent de la vente. Je vis déjà confortablement. Tu t'entêtes. Sa voix montait. Tu es seule dans cette grande maison. C'est du gâchis. Du gâchis. Ma vie était un gâchis. Christophe, cette maison est à moi. Ton père me l'a laissée. À moi, pas à toi. Tu n'as aucun droit de... J'ai tous les droits. Il avait crié, vraiment crié. Je suis ton fils unique, tout ce que tu as me reviendra de toute façon. Alors pourquoi s'accrocher à cette vieille baraque alors que tu pourrais... J'ai raccroché. Pour la première fois de ma vie, j'ai raccroché au nez de mon fils. Je me suis assise dans le salon. La tasse au rose bleu était sur la table basse, là où je l'avais laissée ce matin après mon thé. Je l'ai prise dans mes mains. Elle était froide, fragile, précieuse, comme moi peut-être. Une vieille chose qu'on veut remplacer par du neuf. Les jours suivants, j'ai commencé à observer, vraiment observer. Les détails que j'avais ignorés, minimisés, excusés, ils prenaient soudain tout leur sens. J'ai remarqué que Christophe avait une clé du portail aussi. Combien de fois était-il venu sans sonner, sans se faire annoncer? J'ai remarqué que certains objets dans la maison n'étaient plus à leur place. Le vase en cristal de Bohême qui était sur la cheminée avait été déplacé. La petite pendule en bronze qui appartenait à Gabriel n'était plus dans le bureau. Au début, j'ai cru que c'était moi, que ma mémoire me jouait des tours. Mais non. Un dimanche, alors que Valérie était aux toilettes, j'ai vu Christophe prendre une photo encadrée sur le buffet. C'était une photo de son père et moi, prise à Deauville, il y a longtemps. Gabriel souriait, le vent dans les cheveux. Christophe a regardé la photo, puis l'a glissée dans son sac. « Qu'est-ce que tu fais ?» j'ai demandé. Il a sursauté. « Oh, maman, je voulais juste l'emprunter, pour la faire restaurer. Le cadre est abîmé. » Le cadre n'était pas abîmé. « Je préfère qu'elle reste ici. Maman, je vais te la rendre. » J'ai dit non. Il a soupiré, agacé, et a remis la photo en place. Mais quelque chose dans son regard me disait qu'il reviendrait la chercher, qu'il prenait déjà mentalement possession de ce qui m'appartenait. C'est Madame Perrin, ma voisine, qui a lâché la bombe suivante. Elle est venue un après-midi, avec une tarte aux pommes qu'elle venait de faire. Nous avons bu du thé ensemble. Elle dans une tasse ordinaire, moi dans celle au rose bleu. Florence, je dois vous dire quelque chose. Ça me tracasse depuis des semaines. Allez-y, Marguerite. Elle a hésité, tournant sa cuillère dans son thé. L'autre jour, j'ai croisé votre belle-fille, enfin, la nouvelle, au marché. Elle était avec une amie. Elle parlait fort, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Qu'est-ce qu'elle disait? Marguerite a posé sa tasse. Elle disait que dans 2 ans maximum, vous seriez en maison de retraite et qu'il pourrait enfin faire quelque chose de cette vieille bicoque. Ce sont ses mots. Mon sang s'est glacé. Oh, elle a dit autre chose? Elle riait en disant que vous vous accrochiez à cette maison comme une huître à son rocher, mais que Christophe saurait bien vous convaincre, qu'il suffisait d'être patient, et que de toute façon, à votre âge, elle s'est interrompue, gênée. À mon âge, quoi? Elle a dit. À son âge, elle ne va pas faire de vieux os. On attend juste que la nature suive son cours. Le silence s'est abattu sur nous comme une chape de plomb. Ils attendaient que je meure. Ma belle-fille, cette femme que je connaissais à peine, attendait que je meure pour mettre la main sur ma maison. Et mon fils était complice. Je suis désolée de vous dire ça, Florence, mais je me suis dit que vous deviez savoir. Vous avez bien fait, Marguerite. Après son départ, je suis montée dans ma chambre, celle que j'avais partagée avec Gabriel pendant 35 ans. Le lit était encore le même. La commode en noyer, les rideaux en lin, le petit secrétaire près de la fenêtre où Gabriel dessinait parfois le soir. J'ai ouvert le tiroir du bas de la commode. C'est là que je gardais les papiers importants. Mon testament, les documents de propriété de la maison, l'assurance vie. J'ai sorti mon testament. Je l'avais fait rédiger il y a 10 ans, juste après la mort de Gabriel. Un testament simple. Tout revenait à Christophe, mon fils unique.
la maison, l'argent, les meubles, les souvenirs. Tout. Parce que c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? On donne tout à ses enfants. C'est naturel. C'est normal. Mais qu'est-ce qui est naturel quand votre enfant vous traite comme un obstacle? Qu'est-ce qui est normal quand votre propre fils attend votre mort comme on attend une rentrée d'argent? J'ai relu le document. Noir sur blanc. Froid. Définitif. Je lègue l'intégralité de mes biens à mon fils, Christophe Dumas. C'est ce soir-là que j'ai pris ma décision. Pas dans la colère, pas dans la vengeance, dans la lucidité. Le lendemain, j'ai appelé mon notaire, Maître Bertrand, un homme que je connaissais depuis 20 ans, digne de confiance. Florence, quel plaisir de vous entendre. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais modifier mon testament. Un silence. Je vois. Vous voulez venir à l'étude? Oui, le plus tôt possible. Demain à 15 heures. Cela vous convient? Parfaitement. Puis-je vous demander, s'agit-il d'une modification majeure? Oui, Maître Bertrand. Très majeure. Cette nuit-là, j'ai dormi pour la première fois depuis des semaines. Pas parce que j'étais heureuse, mais parce que j'avais enfin repris le contrôle. Le lendemain, je me suis habillée avec soin. Mon tailleur bleu marine, celui que je portais pour les occasions importantes. Les perles que Gabriel m'avait offertes pour nos 25 ans de mariage. Avant de partir, j'ai pris le thé. Dans la tasse aux roses bleues, évidemment. Je l'ai tenu longtemps dans mes mains, en pensant à Marguerite, ma belle-mère. On garde sa dignité, quoi qu'il arrive. J'avais gardé ma dignité. Maintenant, j'allais garder ma maison. Et mon fils allait apprendre que l'amour ne s'achète pas, que le respect ne se prend pas, et que les mères, même vieilles, même fragiles, ne sont pas des proies. Dans le taxi qui me conduisait chez le notaire, j'ai regardé Paris une dernière fois avec les yeux de la Florence que j'avais été. La Florence soumise, la Florence qui pardonnait tout, la Florence qui préférait la paix à la justice. Cette Florence-là était en train de mourir, et une autre était en train de naître. Une Florence qui savait dire non. Une Florence qui ne se laisserait plus jamais dépouiller. Une Florence qui allait montrer à son fils que dans la vie, il y a des conséquences. Toujours. L'étude de Maître Bertrand se trouvait dans le 8e arrondissement, dans un immeuble haussmannien dont les murs avaient vu passer des générations de secrets de famille. C'est drôle comme les notaires finissent par devenir les confesseurs laïcs de nos vies. Ils savent tout, nos fortunes, nos faiblesses, nos héritiers, nos rancœurs. Ils gardent dans leur coffre les preuves de nos amours et de nos trahisons. Maître Bertrand m'a reçu dans son bureau lambrissé de chêne. Des livres de droit tapissaient les murs du sol au plafond. Une odeur de cuir et de papier ancien flottait dans l'air. « Florence, asseyez-vous. Puis-je vous offrir quelque chose? Un thé? Un café? » « Non, merci. Je préfère que nous allions droit au but. » Il a joint ses mains sur son bureau, m'observant avec cette attention particulière que les notaires réservent aux moments importants. « Vous voulez modifier votre testament. Puis-je savoir pourquoi? » J'ai pris mon temps. Les mots devaient être justes, précis, sans colère, mais sans faiblesse non plus. Parce que mon fils n'est plus l'homme que je croyais. Maître Bertrand n'a pas bronché. Il avait l'habitude. Les drames familiaux étaient son quotidien. Racontez-moi. Alors j'ai raconté. Tout. Le remariage précipité après le divorce d'avec Élise. Valérie et sa cupidité à peine dissimulée. Les pressions pour que je quitte ma maison. L'agent immobilier envoyé sans mon consentement. Les objets qui disparaissaient. Les paroles rapportées par ma voisine. Elle a dit qu'ils attendaient que la nature suive son cours. Maître Bertrand a fermé les yeux un instant. Quand il les a rouverts, il y avait quelque chose qui ressemblait à de la tristesse. « Florence, je vais être franc avec vous. Ce n'est pas la première fois que j'entends ce genre d'histoire. Les vautours existent, malheureusement. Et parfois, ils épousent nos enfants. Ce n'est pas seulement elle, c'est lui aussi. Mon fils est complice. Je sais. Et c'est ce qui fait le plus mal, n'est-ce pas? » J'ai hoché la tête. Les larmes sont montées, mais je les ai retenues. Je n'étais pas venue pleurer. J'étais venue agir. « Que voulez-vous faire ?» a demandé Maître Bertrand. « Je veux le déshériter. » Le mot est tombé comme un coup près. Maître Bertrand a pris un stylo, l'a fait tourner entre ses doigts. « Florence, vous savez que je dois vous poser certaines questions. C'est mon devoir. Je sais. Êtes-vous certaine de votre décision? Les relations entre parents et enfants sont complexes. Parfois, la colère nous fait prendre des décisions que l'on regrette. Je ne suis pas en colère. Je suis lucide. Il y a une différence. Votre fils a-t-il fait quelque chose d'illégal? Vous a-t-il volé?
Maltraité physiquement? Non, rien d'illégal. Mais il y a des violences qui ne laissent pas de bleu. Il y a des vols qui ne se voient pas. Maître Bertrand a acquiescé lentement. Vous avez raison. La loi ne reconnaît pas toujours ces formes de violence. Mais vous, Florence, vous les reconnaissez. Et c'est votre droit le plus absolu de disposer de vos biens comme vous l'entendez. Alors, aidez-moi. Il a sorti un bloc-notes vierge. Très bien. Parlons concrètement. Vous voulez déshériter complètement votre fils? J'ai réfléchi. Longuement. Non, pas complètement. Je veux qu'il ait ce qu'on appelle la réserve héréditaire. Le minimum légal. Mais rien de plus. Et le reste? C'est là que mon plan a pris forme. Un plan que j'avais mûri toute la nuit précédente, dans le silence de ma chambre, avec la tasse au rose bleu posée sur ma table de nuit. Le reste, je veux le léguer à une fondation caritative, une qui aide les femmes en difficulté, les femmes victimes de violences domestiques, de manipulation, d'abandon. Maître Bertrand a levé les yeux de son bloc-notes. C'est un beau projet. Avez-vous une fondation en particulier en tête? Oui. J'ai sorti de mon sac une coupure de presse que j'avais gardée. Un article sur une association qui aidait les femmes à reconstruire leur vie après un divorce difficile. L'article mentionnait le nom de la fondatrice, Élise Marchand, mon ancienne belle-fille. Après son divorce, Élise n'était pas restée dans le silence et la honte. Non, elle avait transformé sa douleur en action. Elle avait créé une fondation qui portait assistance aux femmes dans des situations similaires à la sienne. J'avais découvert cela par hasard, 3 mois plus tôt, en lisant le journal local. J'avais reconnu sa photo. Son visage avait changé. Il y avait de la force maintenant, là où il n'y avait eu que de la douceur. J'étais fière d'elle. Je ne lui avais jamais dit. Je n'avais pas osé la contacter, pensant qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec la famille Dumas. Mais maintenant, j'allais lui montrer. À ma façon. Maître Bertrand a lu l'article, puis m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. « Vous voulez tout léguer à la fondation d'Élise ?»« Oui, la maison, l'argent, tout, en son nom. Pour qu'elle puisse aider d'autres femmes, pour que ma maison, celle que Gabrielle a construite avec tant d'amour, serve à quelque chose de beau. C'est remarquable, Florence. C'est juste. Nous avons travaillé pendant 2 heures. Maître Bertrand a rédigé le Nouveau Testament avec soin, pesant chaque mot, s'assurant que tout était juridiquement inattaquable. Christophe recevrait sa part réservataire, 25% de mes biens, comme la loi l'exigeait pour un enfant unique. Le reste, 75%, irait à la fondation d'Élise. La maison surtout. Cette maison que Valérie convoitait. Cette maison que Christophe voulait vendre. Elle servirait de refuge. De centre d'accueil. De lieu de renaissance pour des femmes brisées. Gabrielle aurait approuvé. J'en étais certaine. Florence, avant que vous signiez, je dois vous demander, avez-vous pensé aux conséquences? Votre fils va contester. Il y aura probablement un procès. Qu'il conteste. Le testament est légal. Je suis saine d'esprit. J'ai mes raisons. Les raisons, justement. Voulez-vous que j'ajoute une clause explicative? Parfois, cela aide. J'ai réfléchi. Oui. Écrivez ceci. Je prends cette décision en pleine conscience et liberté. Mon fils a choisi de me traiter comme un obstacle plutôt que comme une mère. Il a choisi l'argent plutôt que l'amour. Je choisis de donner mes biens à quelqu'un qui incarne les valeurs que j'ai essayé de lui transmettre. La dignité, la compassion et le respect d'autrui. Maître Bertrand a écrit, mot pour mot. Puis il m'a tendu le document. Lisez attentivement avant de signer. J'ai lu. Chaque ligne, chaque clause. C'était mon testament, ma volonté, ma justice. J'ai signé, 3 fois, avec paraphe. Mon nom en bas du document semblait différent, soudain, plus fort, plus définitif. Florence Dumas. Pas la mère soumise, pas la vieille femme qu'on manipule. Florence Dumas, femme libre, qui décide de son destin jusqu'au bout. C'est fait, a dit Maître Bertrand. Le testament est enregistré, scellé. Aucune modification ne pourra être faite sans votre présence physique et votre signature. Merci. Florence, il a hésité. Votre fils va l'apprendre un jour. Voulez-vous que je lui en parle? Non. Il l'apprendra le moment venu. Pour l'instant, je veux vivre en paix. En paix avec un secret pareil? J'ai souri. Un sourire étrange peut-être, mais libérateur. Ce n'est pas un secret, c'est une protection. En sortant de l'étude, je me suis sentie différente, plus légère, comme si j'avais déposé un fardeau que je portais depuis trop longtemps. Le soleil brillait sur les façades parisiennes.
Les passants se pressaient sur les trottoirs, chacun avec sa vie, ses soucis, ses secrets. Je me suis arrêtée dans un café près des Champs-Élysées. Un café élégant, avec des tables en marbre et des chaises dorées. J'ai commandé un thé, évidemment. Quand la serveuse l'a apporté, j'ai regardé la tasse. Simple, blanche, sans ornement. Mais j'ai pensé à ma tasse au rose bleu qui m'attendait chez moi. Cette tasse qui traversait ma vie comme un fil conducteur. Cette tasse qui représentait la dignité, la mémoire, la continuité. Cette tasse qui allait rester dans ma maison, qui allait devenir la maison d'Élise. J'ai bu mon thé lentement, en regardant Paris vivre autour de moi. J'avais 80 ans. Peut-être qu'il me restait 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui sait. Mais ces années-là seraient les miennes. Personne ne me les volerait. Personne ne me pousserait hors de ma maison. Personne ne m'attendrait comme on attend un héritage. Les semaines qui ont suivi ont été étrangement paisibles. Christophe et Valérie ont continué leur visite, toujours avec les mêmes sous-entendus, les mêmes pressions déguisées en inquiétude. Mais je les regardais différemment maintenant, avec une forme de détachement. Ils parlaient, je souriais, ils suggéraient, j'acquiesçais vaguement. Ils pensaient que j'étais devenue docile, que j'avais fini par comprendre, que j'allais céder. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que pendant qu'ils planifiaient leur avenir avec ma maison, j'avais déjà décidé de leur avenir sans elle. Un dimanche, Valérie a même eu l'audace de mesurer les pièces. « Florence, vous permettez ? C'est juste pour avoir une idée de la superficie. Pour les brochures des résidences, vous savez, ils demandent toujours combien on a comme espace actuellement. Faites donc. » Je l'ai regardée arpenter mon salon avec son maître enrouleur. Elle prenait des notes, calculait, rêvait déjà. Christophe était dans le jardin, au téléphone. Je l'entendais parler fort. Au moins 1,2 million. Avec les travaux, on peut facilement atteindre 1,5 million. Le quartier est en pleine revalorisation. Il vendait déjà. Dans sa tête, j'étais déjà partie. J'ai servi le thé. Dans des tasses ordinaires, toujours. Valérie a bu distraitement, encore absorbée par ses calculs. Vous savez, Florence, avec le produit de la vente, vous pourriez vraiment vous offrir une belle résidence, avec piscine, spa, tout le confort. Et puis, sincèrement, vous n'avez pas besoin de 4 chambres. C'est trop pour une personne seule. Sans doute. Christophe et moi, on pense vraiment à votre bien-être. Je sais. Je savais exactement à quoi il pensait. Et ce n'était pas à mon bien-être. Mais je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé rêver. Parce que j'avais appris quelque chose ces derniers mois. J'avais appris que la vraie force n'est pas dans la confrontation immédiate. Elle est dans le silence qui observe, dans la patience qui attend, dans la justice qui, même lente, finit toujours par arriver. Un soir, seul dans ma chambre, j'ai écrit une longue lettre, manuscrite, sur le beau papier à lettres que Gabriel m'avait offert il y a des années. Une lettre pour Élise. Ma chère Élise, je ne sais pas si vous lirez ces mots un jour. Je ne sais même pas si vous voudrez les lire, compte tenu de ce que mon fils vous a fait subir. Mais il faut que je vous dise certaines choses. D'abord, que je ne vous ai jamais oublié, que votre absence a laissé un vide dans ma vie, que je pense souvent à vous, à votre douceur, à votre intelligence, à tout ce que vous étiez pour moi. Ensuite, que je suis fière de vous. J'ai lu l'article sur votre fondation. J'ai vu comment vous avez transformé votre souffrance en quelque chose de beau, d'utile, de généreux. Gabriel disait toujours qu'une bonne architecture ne construit pas que des murs, elle construit des vies. Vous, Élise, vous construisez des vies nouvelles pour des femmes brisées. C'est la plus belle des architectures. Enfin, je veux que vous sachiez que justice sera faite, pas par vengeance, pas par colère, mais parce que le bien doit revenir à ceux qui le méritent. Ma maison, celle où vous avez été heureuse, je l'espère, pendant quelques années, ne servira pas à enrichir ceux qui n'ont que de la cupidité dans le cœur. Elle servira à abriter celles qui ont besoin de refuge. Elle servira à reconstruire ce que d'autres ont détruit. Elle servira l'amour, pas l'argent. Un jour, vous comprendrez ce que je veux dire. En attendant, sachez que je vous porte dans mon cœur, que vous avez été la fille que je n'ai jamais eue, et que quelque part dans cette grande maison silencieuse, il y a encore une tasse en porcelaine avec des roses bleues qui vous attend. Avec toute mon affection, Florence. J'ai plié la lettre. Je l'ai glissée dans une enveloppe. Je ne l'ai pas envoyée. Pas encore. Elle attendrait. Avec le testament. Chez Maître Bertrand. Pour le jour où tout serait révélé. Pour le jour où Christophe comprendrait. Pour le jour où la justice, enfin,
prendrait la forme d'une maison offerte à ceux qui savent en prendre soin. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Les mois ont continué à s'écouler comme une rivière tranquille en surface, mais tumultueuse en profondeur. J'avais 79 ans maintenant, bientôt 80. Un âge où l'on est censé se reposer, profiter de ses petits-enfants, que je n'avais pas, et regarder la vie passer avec sérénité. Mais ma vie n'avait rien de serein. C'était une guerre silencieuse. Une guerre où les armes étaient que les sourires forcés, les sous-entendus, les visites qui ressemblaient de plus en plus à des inspections. Valérie avait intensifié sa campagne. Elle ne parlait plus seulement de résidence pour seniors. Non. Maintenant, elle parlait de ma santé. « Florence, vous avez l'air fatiguée. Vous dormez bien? Florence, vous avez encore oublié notre rendez-vous de la semaine dernière. C'est normal, à votre âge, la mémoire. Florence, Christophe et moi, on s'inquiète vraiment. Vous ne devriez pas vivre seule. Et si vous tombiez? Et si vous aviez un malaise? Je n'avais oublié aucun rendez-vous. Je dormais très bien. Je ne tombais pas. Mais elle plantait des graines de doute, devant moi, devant les voisins, devant tout le monde. Elle construisait un récit, celui d'une vieille femme qui perdait la tête et qui devait être protégée. Christophe, lui, acquiesçait. Toujours. À tout. Mon fils était devenu une marionnette. C'est un jeudi matin que tout a basculé. J'étais dans le jardin, comme souvent. Les rosiers avaient besoin d'être taillés. Le printemps approchait de nouveau. 1 an s'était écoulé depuis ma visite chez Maître Bertrand. 1 an pendant lequel j'avais gardé mon secret comme on garde un trésor. J'ai entendu la voiture dans l'allée. Ce n'était pas le jour habituel de visite. Puis des pas. Plusieurs personnes. Christophe est apparu, accompagné de Valérie et d'une femme que je ne connaissais pas. La cinquantaine, tailleur strict, mallette à la main, regard professionnel. « Maman, on doit parler. » Quelque chose dans son ton m'a glacé. « De quoi? Entre, s'il te plaît. C'est important. » Nous sommes entrés dans le salon. La femme inconnue s'est présentée. « Bonjour, Madame Dumas. Je suis le docteur Marianne Lefebvre, psychiatre. » Mon sang n'a fait qu'un tour. « Psychiatre ?» Christophe a levé la main, comme pour calmer un enfant agité. « Maman, ne t'inquiète pas. C'est juste une visite de routine. On veut s'assurer que tu vas bien. »« Je vais très bien. »« Justement, c'est ce que nous allons vérifier, » a dit Valérie avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai compris immédiatement. Ils voulèrent me faire déclarer inapte, me faire passer pour sénile, folle, incapable de gérer mes affaires, pour prendre le contrôle, pour me placer sous tutelle, pour avoir la maison. La rage est montée en moi comme une vague, mais je l'ai contenue. J'avais appris à contrôler mes émotions. J'avais appris que la colère ne servait à rien face à la manipulation. « Docteur Lefebvre, je ne vous ai pas demandé. Je sais, Madame Dumas, mais votre famille s'inquiète. »« Ma famille ?» J'ai regardé Christophe droit dans les yeux. « J'ai un fils qui me traite comme une débile mentale parce que je refuse de quitter ma maison. »« Maman, personne ne te traite de débile, mais tu dois comprendre. » « Oh, je comprends très bien. Je comprends parfaitement. » Le docteur Lefebvre a sorti des papiers de sa mallette. « Madame Dumas, si vous le permettez, j'aimerais vous poser quelques questions. Rien d'invasif, juste pour évaluer votre état général. Et si je refuse, vous avez le droit de refuser. Mais votre fils peut alors demander une évaluation judiciaire. Ce serait plus désagréable. » Une menace à peine voilée. Valérie s'est assise sur le canapé, jambes croisées, l'air satisfait. Christophe évitait mon regard. J'ai respiré profondément. « Très bien. Posez vos questions. » Le docteur Lefebvre a commencé. Des questions simples. Date du jour. Nom du président. Souvenirs récents. Calculs mentaux. J'ai répondu à tout. Parfaitement. Calmement. Elle a pris des notes. « Madame Dumas, parlez-moi de votre quotidien. Comment gérez-vous cette grande maison? J'ai un jardinier qui vient 2 fois par mois. Une femme de ménage 1 fois par semaine. Je fais mes courses moi-même. Je cuisine, je lis, je regarde des documentaires, je reçois mes voisins, je vis. Vous ne vous sentez pas isolé? Je suis seule. Ce n'est pas la même chose. Votre fils me dit que vous refusez de déménager dans un endroit plus adapté. Plus adapté à quoi? À son portefeuille? Valérie s'est raidie. Florence, ce n'est pas une question d'argent. Vraiment? Alors de quoi s'agit-il? De mon bien-être? Parce que je me porte très bien ici. Le docteur Lefebvre a continué à écrire. Madame Dumas, avez-vous des troubles de la mémoire? Des oublis? Non.
Votre fils mentionne que vous avez oublié des rendez-vous. Mon fils ment. Le mot est sorti net, tranchant. Christophe a tressailli. Maman, tu mens. Tu prétends que j'oublie des choses pour me faire passer pour sénile. Mais je n'oublie rien. Je me souviens de tout, y compris de l'agent immobilier que tu as envoyé sans ma permission. Je me souviens des objets que tu as volés. Je me souviens de chaque mensonge. Le silence est tombé comme une pierre. Le docteur Lefebvre m'observait avec une attention nouvelle. Monsieur Dumas, vous avez envoyé un agent immobilier? Christophe s'est agité. C'était juste pour... On voulait juste avoir une estimation. Au cas où. Au cas où votre mère décéderait. Au cas où elle changerait d'avis. Mais elle n'a pas changé d'avis. Non, parce qu'elle est têtue. Déraisonnablement têtue. Le docteur Lefebvre a refermé son carnet. Madame Dumas, avez-vous quelqu'un d'autre que votre fils? Des amis? D'autres membres de la famille? J'ai des voisins avec qui je prends le thé. J'ai mon notaire, maître Bertrand, que je vois régulièrement. J'ai ma vie. Et vous êtes heureuse? J'ai regardé autour de moi. Le salon où Gabriel et moi avions passé tant de soirées. La bibliothèque avec ses livres qu'il aimait. La fenêtre qui donnait sur le jardin qu'il avait dessiné. Heureuse? Non. Je suis veuve. Mon mari me manque chaque jour. Mais je suis en paix. Jusqu'à ce que mon fils décide que je suis un obstacle. Le docteur Lefebvre s'est levé. Monsieur Dumas, madame, puis-je vous parler en privé? Ils sont sortis tous les trois dans le couloir. Je suis restée seule dans le salon. Mon cœur battait vite, trop vite. J'ai posé ma main sur ma poitrine, respiré lentement. Puis, mon regard est tombé sur le buffet, sur la tasse au rose bleu posée sur l'étagère du haut. Je me suis levée, je l'ai prise dans mes mains, froide, fragile, précieuse, comme moi, comme tout ce qu'ils voulaient briser. Ils sont revenus 10 minutes plus tard. Le docteur Lefebvre a parlé la première. Madame Dumas, après cette entrevue, je ne vois aucune raison de remettre en question vos capacités cognitives. Vous êtes lucide, cohérente et parfaitement capable de gérer vos affaires. Valérie a pâli. Mais il n'y a pas de mais, madame. Votre belle-mère est en pleine possession de ses moyens. Le fait qu'elle refuse de quitter sa maison n'est pas un signe de sénilité. C'est un choix qu'elle a le droit de faire. Christophe a serré les poings. Vous ne comprenez pas? Je comprends parfaitement. Je comprends qu'une femme âgée refuse de céder aux pressions de sa famille pour abandonner ce qui lui appartient. Et franchement, monsieur Dumas, après ce que j'ai entendu aujourd'hui, je me demande qui devrait vraiment s'inquiéter ici. Elle a pris sa mallette. Je vous enverrai mon rapport. Madame Dumas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, voici ma carte. Elle me l'a tendue. Un geste solidaire, féminin, complice. Merci, docteur. Après son départ, Christophe et Valérie sont restés plantés au milieu du salon. J'ai posé la tasse sur la table, délicatement. Vous pouvez partir maintenant. Maman, partez. Écoute, on voulait juste... Vous vouliez me faire passer pour folle, pour prendre le contrôle de mes biens. C'est clair, c'est limpide. Maintenant, sortez de chez moi. Valérie a explosé. Vous êtes qu'une vieille égoïste. Vous vous accrochez à cette baraque comme si c'était un palais, alors que vous pourriez vivre confortablement ailleurs. Vous nous faites perdre notre temps, notre argent, notre patience. Votre argent? Cette maison est à moi. Mon argent est à moi. Rien ne vous appartient. Tout nous reviendra de toute façon. Tu crois? Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. Valérie a plissé les yeux. Et qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai souri. Un sourire froid, dur. Je veux dire que la vie réserve des surprises. Christophe s'est avancé. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Rien que je n'étais pas en droit de faire. Le testament? Sa voix est montée. Tu as changé le testament? Ce sont mes affaires. Réponds. Tu as changé le testament? Je me suis levée. Droite, digne. Oui. Le mot a résonné comme une sentence. Valérie a hurlé. Vous n'avez pas le droit. J'ai tous les droits. Cette maison est à moi. Mon argent est à moi. Je peux en disposer comme je l'entends. Christophe tremblait. De rage ou de peur, je ne savais pas. Qu'est-ce que tu as fait, maman? Dis-moi ce que tu as fait. J'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. J'ai choisi qui méritait mon héritage. Et ce n'est pas vous. Valérie s'est jetée vers moi. Christophe l'a retenue de justesse. Vous êtes une vieille garce égoïste qui... Sortez, immédiatement, ou j'appelle la police. Christophe m'a regardé. Dans ses yeux, je n'ai vu aucun amour, aucun regret.
Juste de la haine. Tu vas le regretter. Je vais contester. Tu ne peux rien contester. Le testament est légal. Tu auras ta part réservataire, 25%. Le reste ira à quelqu'un qui le mérite. Qui? Vous le saurez bien assez tôt. Ils sont partis en claquant la porte. J'ai entendu la voiture démarrer, les graviers crisser, puis le silence. Un silence immense. Je me suis effondré sur le canapé. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il n'explose. J'avais perdu mon fils. Non, je l'avais déjà perdu, depuis longtemps. Aujourd'hui, j'avais juste cessé de faire semblant. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté dans le salon, dans le noir, avec la tasse au rose bleu posée sur mes genoux. J'ai pensé à Gabriel, à ce qu'il aurait dit, à ce qu'il aurait fait. Aurait-il été fier de moi? Ou aurait-il pensé que j'étais allé trop loin? Je ne savais pas. Mais une chose était certaine. Je n'avais plus peur. J'avais fait mon choix. Et je l'assumerai jusqu'au bout. Même si cela signifiait mourir seul. Même si cela signifiait que mon fils ne me parlerait plus jamais. Même si cela signifiait que les dernières années de ma vie seraient passées dans cette maison vide. Au moins, elles seraient miennes. Au moins, j'aurais gardé ma dignité. Au moins, j'aurais refusé d'être une proie. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Bertrand. « Florence, que se passe-t-il » ? Ils savent. Pour le testament. Un silence. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté. Le psychiatre, la confrontation, l'explosion. « Florence, vous allez bien » ? « Oui. »« Non. » »« Je ne sais pas. Écoutez-moi. Vous avez fait ce qui était juste. Votre testament est légal, inattaquable. S'il tente quelque chose, je serai là. Merci. Florence, vous êtes une femme courageuse. Courageuse. Je ne me sentais pas courageuse. Je me sentais brisée, mais debout. Brisée, mais debout. Et parfois, c'est tout ce qui compte. Les jours suivants ont été silencieux. Aucun appel, aucune visite, aucune nouvelle. Christophe m'avait effacé de sa vie, comme on efface une erreur. Madame Perrin est venue prendre le thé un après-midi. « Florence, j'ai entendu des cris l'autre jour. Vous allez bien ?»« Oui, Marguerite. Tout va bien. C'était votre fils ?»« Oui. Et c'est fini. » Elle a posé sa main sur la mienne. « Vous avez fait ce qu'il fallait. Comment le savez-vous? Vous ne savez même pas ce que j'ai fait. Je sais que vous êtes quelqu'un de bien, et les gens bien ne prennent jamais de décision à la légère. Nous avons bu notre thé en silence, moi dans ma tasse au rose bleu. Elle dans une tasse ordinaire. Dehors, les hortensias commençaient à fleurir. La vie continuait, avec ou sans Christophe, avec ou sans cet amour maternel que j'avais cru indestructible. La vie continuait, et moi aussi. Les semaines qui ont suivi la rupture ont été comme une longue convalescence après une maladie grave. On ne se rend pas compte, quand on perd quelqu'un de vivant, que le deuil est parfois plus difficile que celui d'un mort. Parce que la personne est toujours là, quelque part dans la ville, respirant le même air, marchant sur les mêmes pavés. Mais elle a choisi de vous effacer. Gabriel était mort. Je le pleurais encore. Mais je savais où il était. Dans mes souvenirs, dans cette maison, dans chaque pierre qu'il avait choisie. Christophe était vivant. Mais il était devenu un étranger. Pire qu'un étranger, un ennemi. Les premiers jours, j'ai attendu. Un appel, un message, des excuses, rien. Puis j'ai compris que je n'attendais plus mon fils. J'attendais le petit garçon qu'il avait été. Et ce petit garçon n'existait plus. Peut-être n'avait-il jamais vraiment existé. Peut-être l'avais-je inventé, comme on invente les princes dans les contes de fées. C'est une forme de mort, cela aussi. La mort d'une illusion. J'ai commencé à mettre de l'ordre dans ma vie. Pas l'ordre qu'on impose avant de mourir. Je n'avais aucune intention de mourir bientôt. Mais l'ordre qu'on crée quand on a enfin compris qui on est et ce qu'on veut. J'ai trié. Les papiers, les photos, les souvenirs. Certaines choses, je les ai gardées. D'autres, je les ai données. Le vase en cristal que Christophe convoitait, je l'ai offert à Madame Perrin. Il sera mieux chez vous, Marguerite. Au moins, il sera apprécié. Les costumes de Gabriel qui dormaient encore dans l'armoire, je les ai donnés à une association qui aidait les hommes en réinsertion professionnelle. Gabriel aurait aimé que ses vêtements servent à quelqu'un qui en avait besoin. Les bijoux de famille, ceux que je devais léguer à ma belle-fille, à Valérie, théoriquement, je les ai mis de côté, pour Élise, pour plus tard. Chaque don était un acte de libération. Je n'étais plus prisonnière du passé. Je n'étais plus gardienne d'objets destinés à des ingrats.
J'étais une femme libre qui choisissait où irait son histoire. Un matin de mai, presque 1 an jour pour jour après le changement des serrures, j'ai pris une décision importante. J'ai appelé Maître Bertrand. « Florence, comment allez-vous ?»« Mieux. Je voulais vous parler de quelque chose. Je vous écoute. » « Le testament. Je veux ajouter une clause. » « Quelle clause ?»« Je veux que, de mon vivant, Élise soit informée. Je veux la rencontrer, lui parler, lui expliquer. » Un silence, puis « Florence, êtes-vous certaine? Si vous la contactez maintenant, votre fils l'apprendra. Il pourrait quoi? Me haïr davantage, c'est déjà fait. Me déshériter, c'est moi qui l'ai déshérité. Non, Maître Bertrand, je n'ai plus peur, et je veux qu'Élise sache, qu'elle comprenne, qu'elle ait le temps de se préparer. C'est inhabituel, mais c'est possible. Vous voulez que je la contacte? Oui. Dites-lui que je souhaite la voir, que c'est important et que ma voix s'est brisée légèrement, et que je l'aime, que je l'ai toujours aimée. Je vais le faire, Florence. 3 jours plus tard, Maître Bertrand m'a rappelé. Florence, j'ai parlé avec Élise. Mon cœur s'est accéléré. Et elle était surprise, très surprise. Mais elle a accepté de vous voir. J'ai fermé les yeux. Un soulagement immense m'a envahi. Quand? Elle peut venir samedi après-midi. Chez vous, si vous voulez. Ou dans un lieu neutre, si vous préférez. Chez moi. Elle doit venir chez moi. Très bien, je lui confirme. Florence, elle avait l'air émue. Je crois que vous lui avez manqué autant qu'elle vous a manqué. Le samedi, j'ai préparé la maison comme pour une cérémonie. J'ai coupé des roses dans le jardin. Les blanches, les préférées de Gabriel. Je les ai mises dans le vase en verre soufflé, celui qui captait la lumière et la transformait en arc-en-ciel. J'ai préparé du thé, Earl Grey, évidemment, et des madeleines que j'avais faites la veille, avec la recette que ma mère m'avait transmise. J'ai sorti 2 tasses, une ordinaire pour moi, et la tasse au rose bleu pour Élise. À 15 heures précises, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte. Élise était là. Elle avait changé. Ses cheveux étaient plus courts, avec quelques fils argentés. Son visage portait les traces du temps, mais aussi quelque chose de nouveau, de la force, de la certitude. Elle n'était plus la jeune femme fragile qui pleurait dans ma cuisine. Elle était devenue une femme accomplie. Nous nous sommes regardés un long moment. Puis, comme si une digue se brisait, nous nous sommes enlacés. Elle sentait le jasmin et les larmes. Florence, ma chérie, ma chère Élise. Nous sommes restés ainsi, sur le seuil, 2 femmes qui s'étaient perdues et qui se retrouvaient enfin. Nous nous sommes installés dans le salon. Je lui ai servi le thé, dans la tasse au rose bleu. Elle l'a regardé, puis m'a regardé. Je me souviens de cette tasse. Je l'ai toujours admirée. Je sais, c'est pour ça que je l'ai gardée pour vous. Élise a posé ses mains autour de la tasse, comme pour se réchauffer. Florence, Maître Bertrand m'a dit que vous vouliez me voir, mais il n'a pas dit pourquoi. Je vais te le dire. Mais d'abord, dis-moi comment tu vas. Elle a souri. Un sourire triste, mais apaisé. Je vais bien. Vraiment. Le divorce a été difficile, très difficile, mais j'ai survécu, j'ai reconstruit ma vie, j'ai créé la fondation. Je sais, j'ai lu l'article, j'étais si fière. Vous saviez? Bien sûr, je te suis restée proche, même de loin. Élise a baissé les yeux. Après le divorce, je pensais que vous ne voudriez plus me voir, que vous choisiriez votre fils. C'est normal, c'est votre fils. Mon fils a choisi de me perdre. Moi, j'ai choisi de te garder dans mon cœur. Nous avons bu notre thé en silence, un silence confortable, complice. Puis je lui ai tout raconté. Les pressions, les manipulations, l'agent immobilier, le psychiatre, la rupture et le testament. Tu veux dire que... Elle était blême. Que vous m'avez légué, tout, pas à toi personnellement, à ta fondation, en ton nom, pour qu'elle continue ton travail, pour que cette maison serve à abriter celles qui en ont besoin. Élise a posé sa tasse. Ses mains tremblaient. Florence, je ne sais pas quoi dire. C'est énorme. C'est trop. Ce n'est pas trop. C'est juste. Gabriel avait construit cette maison pour abriter l'amour, pas la cupidité. Tu incarnes cet amour. Valérie et Christophe incarnent tout ce que je refuse de transmettre. Mais votre fils, il est votre sang. Le sang ne suffit pas. Il faut aussi le cœur. Et Christophe n'en a plus. Ou peut-être n'en a-t-il jamais eu. Je ne sais plus.
Élise avait les larmes aux yeux. Je ne sais pas comment vous remercier. Ne me remercie pas. Vis, continue ton travail. Aide ces femmes. Et quand je ne serai plus là, transforme cette maison en un lieu de paix. C'est tout ce que je te demande. Elle s'est levée, est venue s'agenouiller près de mon fauteuil et a posé sa tête sur mes genoux, comme une enfant. Vous êtes la mère que j'aurais voulu avoir. Et tu es la fille que j'ai eue. Pas celle que j'ai portée, mais celle que j'ai choisie. Nous sommes restés ainsi longtemps. 2 femmes, 2 générations, unies par un amour qui n'avait rien à voir avec le sang. Élise est restée tout l'après-midi. Nous avons parlé de tout. De la fondation, des femmes qu'elle aidait, de Gabriel, de Christophe aussi. Je ne le haïs pas, tu sais, j'ai dit. Je suis triste pour lui. Il a choisi le mauvais chemin. Il a choisi une femme qui ne l'aime pas vraiment, qui aime seulement ce qu'il peut lui apporter. Un jour, il le comprendra. Et ce jour-là, il sera seul. Vous pensez qu'il souffrira? Je pense que la vie a une façon de rendre ce qu'on lui donne. Il a semé la cupidité. Il récoltera la solitude. Avant de partir, Élise m'a serré dans ses bras une dernière fois. Florence, je reviendrai. Souvent. Je ne vous laisserai plus seule. Je ne suis pas seule. Je suis en paix. C'est différent. Elle est partie alors que le soleil se couchait, teintant le jardin de roses et d'or. Je suis restée sur le seuil longtemps, regardant sa voiture disparaître dans l'allée. Puis je suis rentrée. La tasse aux roses bleues était encore sur la table, avec une trace de rouge à lèvres pâle sur le bord. Je l'ai laissée là, sans la laver, comme une promesse. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon journal. Un journal que je tenais depuis la mort de Gabriel. Aujourd'hui, j'ai donné ma maison à quelqu'un qui la mérite. Aujourd'hui, j'ai choisi l'amour plutôt que le sang. Aujourd'hui, j'ai compris que la justice n'est pas toujours spectaculaire. Elle peut être silencieuse, patiente, inébranlable. La vie se chargera du reste. Christophe apprendra. Valérie apprendra. Ils apprendront que l'argent ne remplace pas l'amour, que la cupidité ne remplace pas la dignité, que les maisons ne sont pas des butins, mais des héritages moraux. Et moi, Florence Dumas, 80 ans bientôt, je mourrai en sachant que j'ai fait ce qui était juste. Pas ce qui était facile, pas ce qui était attendu, mais ce qui était juste. Et au fond, n'est-ce pas tout ce qui compte? J'ai refermé le journal et je suis montée me coucher. Dans mon lit, celui que j'avais partagé avec Gabriel pendant tant d'années, je me suis sentie légère, comme si un poids immense avait été ôté de mes épaules. J'avais tout perdu d'une certaine manière. Mon fils, l'illusion d'une famille unie, la paix apparente, mais j'avais tout gagné aussi. Ma liberté, ma dignité, mon intégrité, et l'amour d'une fille que je n'avais pas enfantée, mais que j'avais choisie. Parfois, perdre tout est la seule façon de tout gagner. 3 ans ont passé. 3 années pendant lesquelles j'ai vécu dans ma maison, entourée de mes souvenirs et de ma paix retrouvée. Christophe n'a jamais rappelé, pas une seule fois, pas pour mon anniversaire, pas pour Noël, pas même pour savoir si j'étais encore en vie. Le silence peut être une forme de violence, mais il peut aussi être une libération. J'avais 83 ans maintenant. Ma santé était bonne, malgré quelques douleurs aux genoux et une fatigue qui s'installait plus rapidement qu'avant. Mais mon esprit était clair, lucide, serein. Élise venait me voir régulièrement, 2 fois par mois, parfois plus. Nous prenions le thé ensemble, toujours dans la tasse aux roses bleues pour elle, et nous parlions de tout, de la fondation qui grandissait, des femmes qu'elle aidait, de Gabrielle, dont je lui racontais des histoires qu'elle ne connaissait pas. Elle était devenue ma fille, vraiment. Pas sur le papier, mais dans le cœur. Et le cœur, c'est ce qui compte. C'est Madame Perrin qui m'a apporté les nouvelles. Comme toujours, les voisins sont les meilleurs journalistes du monde. Ils savent tout avant tout le monde. Un mardi après-midi, elle est venue frapper à ma porte. Son visage était grave. « Florence, il faut que je vous dise quelque chose. »« Entrez, Marguerite. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» ?»« Nous nous sommes installés au salon. J'ai préparé du thé. C'est à propos de votre fils. » Mon cœur s'est serré malgré moi. Il lui est arrivé quelque chose? Pas à lui. Enfin, si, d'une certaine manière. Elle a pris une grande respiration. Valérie l'a quitté. Le silence s'est installé. Quoi? Elle est partie. Il y a 3 mois, apparemment. Ma nièce travaille dans le même quartier qu'eux. Elle les a vus. Enfin, elle l'a vu, lui, seul, amaigri. L'air, détruit. Pourquoi est-elle partie? Marguerite a hésité. Vous voulez vraiment savoir? Oui, pour un autre homme, plus riche, plus jeune,
Un promoteur immobilier, paraît-il. Elle a vidé leur compte en banque commun et elle est partie, sans même laisser un mot. J'ai posé ma tasse. Valérie était partie. Comme elle était arrivée, pour l'argent. Elle avait utilisé Christophe, l'avait manipulé, l'avait dressé contre sa propre mère. Et maintenant qu'elle avait trouvé mieux, elle l'avait jeté, comme on jette un vêtement usé. « Il y a autre chose », a continué Marguerite. « Votre fils a perdu son travail. Il y a eu une restructuration dans son entreprise. Il est au chômage depuis 6 mois. Mon Dieu. Et ce n'est pas tout. Apparemment, il a des dettes. Beaucoup de dettes. Valérie dépensait sans compter. Restaurants, voyages, vêtements de luxe. Il payait tout pour lui faire plaisir. Maintenant, il doit rembourser. Seul. J'ai fermé les yeux. La vie lui rendait ce qu'il avait donné. Il avait choisi la cupidité. Il récoltait la ruine. Il avait choisi une femme sans cœur. Il récoltait l'abandon. Il avait voulu ma maison, mon argent, mon héritage. Maintenant, il n'avait plus rien. Florence, vous allez bien? Oui, c'est juste triste. Même si ce qu'il vous a fait était horrible, c'est quand même votre fils. C'est triste, oui, mais c'est juste aussi. Marguerite m'a regardée avec une expression étrange. Pas de jugement, plutôt de la compréhension. La vie a sa propre justice. Oui, c'est exactement ça. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à Christophe, à ce petit garçon qui construisait des cabanes dans le jardin, à cet adolescent qui riait avec son père dans l'atelier, à cet homme qu'il était devenu, cet homme cupide, manipulateur, qui avait trahi sa propre mère. Et maintenant, cet homme seul, ruiné, abandonné. J'avais espéré, pendant longtemps, qu'il comprendrait, qu'il se réveillerait, qu'il reviendrait vers moi en s'excusant. Mais je savais maintenant que ça n'arriverait jamais, parce que pour s'excuser, il faut d'abord reconnaître ses torts, et Christophe n'avait jamais su faire ça. Il préférerait souffrir seul plutôt qu'admettre qu'il avait eu tort. L'orgueil est parfois la pire des prisons. 2 semaines plus tard, quelque chose d'étrange s'est produit. J'étais dans le jardin, en train de tailler les rosiers, quand j'ai entendu la sonnette. Ce n'était pas l'heure où Élise venait. Ce n'était pas le jour où Marguerite passait. J'ai enlevé mes gants et je suis allé ouvrir. C'était Christophe. Je ne l'avais pas vu depuis 3 ans. Il avait vieilli de 10. Ses cheveux grisonnaient, son visage était creusé. Ses vêtements, autrefois impeccables, étaient froissés. Ses yeux surtout. Ses yeux étaient vides. Nous nous sommes regardés sans rien dire pendant un long moment. Puis il a parlé. Sa voix était rauque. « Maman », un seul mot. Mais dans ce mot, il y avait tout. La défaite, la honte, la solitude. « Christophe, je peux entrer ?» J'ai hésité. Une partie de moi voulait claquer la porte. Une autre partie, celle qui se souvenait du petit garçon, voulait le prendre dans mes bras. « Entre. » Nous sommes allés au salon. Je ne lui ai pas proposé de thé. Je ne savais pas quoi dire, quoi faire. Il s'est assis sur le canapé, le même canapé où, 3 ans plus tôt, il m'avait accusé d'être égoïste. « Comment vas-tu » j'ai demandé. Un rire amer lui a échappé. « Comment je vais ?»« Je vais mal, maman, très mal. Je sais. »« Tu sais ? Comment tu sais ?»« On vit dans le même quartier, Christophe. Les nouvelles circulent. » Il a baissé la tête. « Alors, tu sais, pour Valérie, pour mon travail, pour tout. Oui. Tu dois être contente ? Contente ? Le mot m'a choquée. Tu crois que je suis contente de te voir souffrir ? Tu as toujours dit que Valérie était cupide, que je faisais une erreur. Tu avais raison, tu dois savourer ta victoire. Il n'y a pas de victoire, Christophe. Il n'y a que de la tristesse. Il a levé les yeux vers moi. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu des larmes. Elle m'a tout pris. L'argent, les meubles, ma confiance. Elle m'a utilisé. Et j'étais tellement aveugle. Tu l'aimais ? Non, je croyais l'aimer. Mais je crois que j'aimais surtout ce qu'elle représentait. La jeunesse, le renouveau, l'illusion d'une nouvelle vie. Et Élise, il a tressailli en entendant son nom. Élise elle était vraie, authentique. Elle m'aimait vraiment. Et je l'ai jetée. Pourquoi ? Pour une femme qui ne voyait en moi qu'un portefeuille. Un long silence. Pourquoi es-tu venu, Christophe ? Il a pris une grande inspiration. Je suis venu te demander pardon. Les mots sont restés suspendus entre nous. Pardon pourquoi ? Pour tout. Pour avoir été cupide, pour t'avoir traité comme un obstacle, pour avoir laissé Valérie te parler comme elle l'a fait, pour avoir essayé de te faire passer pour folle, pour... Sa voix s'est brisée.
pour avoir été un mauvais fils. J'ai senti mes propres larmes monter. Christophe, je ne te demande pas de me pardonner. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Je voulais juste que tu saches que je le regrette, que j'ai compris. Trop tard, mais j'ai compris. Compris quoi? Que l'argent ne vaut rien, que les maisons ne sont que des pierres, que ce qui compte, c'est les gens. Et j'ai perdu les seules personnes qui comptaient vraiment. Élise, toi, papa aurait eu honte de moi. Il pleurait maintenant, vraiment. Pas des larmes de manipulation, des larmes de regret authentique. Je me suis assise à côté de lui. Ton père t'aimait, Christophe. Malgré tout. Comme je t'aime encore, malgré tout. Après ce que je t'ai fait, l'amour d'une mère ne s'éteint pas comme une bougie. Même quand on souffle dessus, il reste quelque chose, une braise. Toujours. Il s'est tourné vers moi. Je ne suis pas venu pour l'argent. Je ne suis pas venu pour la maison. Je sais que tu as changé le testament. Je sais que je n'aurai rien. Et c'est normal. C'est mérité. Je suis juste venu te dire que tu me manques. J'ai posé ma main sur la sienne. Une main de vieille femme sur la main de son fils vieillissant. Tu m'as manqué aussi. Nous sommes restés ainsi longtemps, en silence. Puis j'ai parlé, doucement. Christophe, je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas changer mon testament. Ce serait trahir mes principes, trahir Élise, trahir ce que ton père a construit. Je sais, mais je peux te pardonner. Il a relevé la tête brusquement. Vraiment, vraiment. Pas parce que tu le mérites, mais parce que je choisis de ne pas vivre dans la rancœur, parce que la vie est trop courte, parce que tu es mon fils. Les larmes coulaient sur son visage. Merci, merci maman. Mais il y a une condition. Laquelle? Tu dois demander pardon à Élise. Il a pâli. Élise? Tu es encore en contact avec elle? Oui, elle vient me voir régulièrement. Elle est devenue la fille que tu m'as enlevée. Christophe a fermé les yeux. Je comprends, et je mérite ça. Ce n'est pas une punition, c'est la réalité. Élise a construit quelque chose de beau avec sa douleur. Elle aide des femmes en difficulté. Elle a transformé sa blessure en force. Elle a toujours été forte. Je ne l'ai jamais vue. Alors vois-le maintenant et demande-lui pardon, sincèrement, sans rien attendre en retour. Tu crois qu'elle acceptera de me voir? Je ne sais pas, mais tu dois essayer. Il a hoché la tête. Je vais le faire. Christophe est parti peu après. Avant de franchir la porte, il s'est retourné. Maman, je sais que je ne peux pas réparer ce que j'ai cassé, mais je vais essayer de devenir un homme dont papa aurait été fier, même si c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour devenir meilleur. Je l'ai regardé partir, plus courbé qu'avant, plus humble. La vie l'avait brisé. Mais peut-être que de cette brisure naîtrait quelque chose de nouveau. Peut-être. Le soir même, j'ai appelé Élise. « Florence, ça va? Vous avez l'air différente. Christophe est venu me voir aujourd'hui. » Un silence. Et il a demandé pardon. Vraiment. Sincèrement. Il veut te voir. Pour te demander pardon aussi. Je ne sais pas si je peux. Je ne te demande pas de le faire pour lui. Je te demande de réfléchir. Pour toi. Pour ta propre paix. Élise a soupiré. Laissez-moi y penser. Prends tout le temps qu'il te faut, ma chérie. 3 semaines plus tard, Élise m'a rappelé. J'ai accepté de le voir. Tu es sûre? Oui. Pas pour lui. Pour moi. Pour fermer cette page. Définitivement. Ils se sont vus dans un café neutre. Je n'étais pas là. Mais Élise m'a tout raconté après. Christophe avait pleuré. Il avait avoué tout. Sa lâcheté, son aveuglement, ses erreurs. Il ne lui avait rien demandé. Ni pardon, ni réconciliation. Juste de l'écouter. Et Élise avait écouté. Je ne peux pas lui pardonner, m'a-t-elle dit. Pas maintenant. Peut-être jamais. Mais je peux accepter ses excuses et passer à autre chose. C'est déjà beaucoup. Il m'a demandé des nouvelles de la fondation. Je lui ai tout expliqué. À la fin, il m'a dit quelque chose d'étrange. Quoi? Il m'a dit « Je suis content que la maison de mes parents serve à quelque chose de beau. Ma mère a eu raison. Comme toujours. » J'ai souri. Il a vraiment compris. Oui, mais trop tard. Mieux vaut tard que jamais. La justice n'est pas toujours spectaculaire. Elle ne tombe pas du ciel comme la foudre. Parfois, elle est silencieuse, progressive, inévitable. Christophe avait voulu ma maison par cupidité. Il avait tout perdu dans sa cupidité. Valérie avait manipulé et trahi. Elle avait fini seule avec son argent mal acquis, sans amour, sans véritable connexion. Élise, qui avait été brisée,
avait reconstruit non seulement sa vie, mais celle de centaines d'autres femmes. Moi, qui avais été traitée comme un obstacle, j'avais trouvé la paix dans mes choix. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Le karma n'est pas une vengeance, c'est un équilibre. Et parfois, le plus grand des châtiments, c'est de voir ce qu'on aurait pu avoir et de réaliser qu'on l'a perdu par sa propre faute. Christophe vivait maintenant avec ce regret. Et c'était suffisant. J'ai 85 ans aujourd'hui. 5 ans ont passé depuis ce matin où j'ai fait changer les serrures. Je suis toujours dans ma maison, celle que Gabriel a dessinée, celle que j'ai protégée. Ma santé décline doucement, comme décline la lumière en fin de journée. Mais mon esprit est clair, mon cœur est en paix. Élise vient me voir chaque semaine. Parfois, elle amène des femmes de la fondation, des femmes qui ont survécu, qui se reconstruisent. Je leur sers du thé, je les écoute, je leur dis ce que je sais, qu'on est plus fort qu'on ne le croit, que la dignité ne se perd jamais, sauf si on choisit de l'abandonner. Christophe et moi nous parlons de temps en temps, pas souvent. Une fois par mois peut-être, il a trouvé un travail modeste, il vit dans un petit appartement, il est seul, mais il n'est plus perdu. Il m'a dit récemment, « Maman, j'ai compris quelque chose. Le bonheur n'est pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on est. » Papa essayait de me l'apprendre, toi aussi. J'étais sourd. Je lui ai répondu, « Tu entends maintenant, c'est l'essentiel. Nous ne serons jamais comme avant. Certaines cassures ne se réparent pas complètement. Mais il y a quelque chose, un fil ténu, une paix fragile. C'est suffisant. » Ce matin, j'ai pris mon thé dans la tasse aux roses bleues. Je la regarde différemment maintenant. Elle n'est plus seulement un objet, elle est un symbole, de la dignité transmise de Marguerite à moi, de l'amour que je transmettrai à Élise, de la continuité au-delà de la mort. Quand je ne serai plus là, et ce jour approche, je le sens, cette maison deviendra ce qu'elle devait toujours être, un refuge. Pas un bien immobilier, pas un héritage financier, un lieu où des femmes brisées apprendront à se relever, un lieu où l'amour l'emportera sur la cupidité. Gabriel aurait été fier. Si je pouvais parler à celle que j'étais il y a 5 ans, cette Florence qui doutait, qui avait peur, qui se soumettait, je lui dirais ceci. Ton silence n'est pas de la faiblesse, c'est de la préparation. Ta patience n'est pas de la naïveté, c'est de la stratégie. Et ton amour, même trahi, n'est pas une erreur, c'est une force. Les gens qui te prennent pour acquise apprendront, un jour, ce que tu valais. Mais ce jour-là, tu seras déjà parti, ou tu auras déjà choisi quelqu'un d'autre. Et ça, c'est la plus belle des justices. J'ai laissé une dernière lettre chez Maître Bertrand, pour qu'elle soit lue après ma mort. Elle dit simplement, à Christophe, tu auras ta part. 25%, comme la loi l'exige. Le reste ira à Élise et à sa fondation. Ce n'est pas une punition, c'est un enseignement. L'argent s'hérite, la dignité s'apprend. J'espère que tu as appris. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé, même quand je ne pouvais plus te le montrer. Mais aimer ne veut pas dire tout donner à celui qui ne sait pas recevoir. Sois heureux. Deviens bon. C'est tout ce que je souhaite. Ta maman. Hier soir, Élise est venue dîner. Nous avons parlé de l'avenir de la fondation, des travaux à faire dans la maison pour l'adapter, du jardin qui deviendra un espace thérapeutique. Florence, vous savez que vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous voulez. Cette maison est à vous. Je sais. Mais bientôt, elle sera à toi. Et tu en feras quelque chose de magnifique. Elle a pris ma main. Je ne vous oublierai jamais. Je sais, ma chérie, je sais. Avant de partir, je lui ai donné la tasse aux roses bleues. Mais Florence, c'est votre tasse, celle de votre belle-mère. Et maintenant, elle est à toi, pour que tu te souviennes que la dignité se transmet, que l'amour se choisit, que les vraies familles ne sont pas toujours celles du sang. Elle l'a prise avec des larmes dans les yeux. Je la garderai précieusement. Je sais. Ce soir, je suis seule dans ma maison. Mais je ne me sens pas seule. Gabriel est ici, dans chaque pierre, chaque fenêtre, chaque rayon de lumière. Élise est ici, dans chaque promesse d'avenir. Même Christophe est ici, dans ce pardon fragile qui guérit lentement. J'ai vécu 85 ans. J'ai aimé, j'ai perdu, j'ai été trahi, j'ai pardonné. J'ai appris que la justice n'est pas toujours immédiate, mais qu'elle arrive toujours. Que la vie rend ce qu'on lui donne, que la dignité est le seul bien qu'on ne peut jamais nous voler, et que parfois, dire non est le plus grand acte d'amour. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux,
à se lever, à dire non quand on la traite mal, alors tout cela aura eu un sens. Car au fond, nous sommes toutes des Florence. Nous avons toutes une maison à protéger, qu'elle soit faite de pierre ou de souvenirs. Nous avons toutes le droit de choisir qui la méritera. Et nous avons toutes le droit à la dignité. Toujours, quoi qu'il arrive. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Florence Dumas.